Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Je suis aujourd'hui avec Arnaud Rioux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je dois vous dire, chers amis, que je suis assez fébrile. En fait, je les ai rencontrés, Lilou Massé et Arnaud, hier, et je ne m'attendais pas à tomber sur eux. Et aujourd'hui, me voilà. Alors, je crois beaucoup au miracle et à la vie, et merci infiniment d'avoir accepté. Arnaud, vous êtes auteur, coach, formateur, conférencier. Vous avez écrit plein de... Moi, j'ai noté 9 livres. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc 9 livres, on va vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. J'avais envie de vous amener sur la voie de l'acte. La voie de l'acte, ça a été l'aboutissement peut-être d'une recherche personnelle qui pour moi est passée par le théâtre. Ça a été le premier outil, le théâtre pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître les personnages qu'on joue, pour comprendre les émotions, pour comprendre les sentiments, parce que sur la grande scène du théâtre, on passe son temps à se comprendre à travers ça. Et puis le deuxième outil qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation. Apprendre à méditer, apprendre à trouver du recul, à comprendre là aussi comment fonctionnent les émotions, comment fonctionnent les sentiments. Et le troisième outil, ça a été les arts martiaux que j'ai pratiqués pendant 15 ans. Apprendre à chuter, apprendre à porter un coup, apprendre à léviter, apprendre à tomber, à se relever, etc. Et à comprendre surtout que la première victoire, c'est une victoire contre soi-même, avec soi-même. Et avec ces trois outils, le théâtre, les arts martiaux et la méditation, j'ai rassemblé ces trois outils qui pour moi m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement personnel. Et j'ai créé il y a une dizaine d'années maintenant, en 2006, la voie de l'acte. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à animer des stages sur cette thématique. Ça fait 20 ans, 25 ans que j'anime des stages maintenant. À travers le monde. À travers le monde, ouais. Alors en francophonie, parce que nous, les stages en français, mais il y a déjà tellement à faire déjà en français. Oui, bien sûr. Avec toute cette recherche-là, il y a aussi l'entrée de la méditation dans votre vie. À un moment donné, il y a eu un point de bascule. Il y en a eu plusieurs, mais disons qu'il y a eu vraiment un moment où j'ai pris conscience que ce bonheur auquel j'aspirais dans ma vie ne pourrait pas venir de l'extérieur. Je l'ai cherché longtemps à l'extérieur, mais j'ai compris qu'il n'y a rien qui venait à l'extérieur qui ne trouve sa naissance à l'intérieur. Et donc ça veut dire que ça demande à changer son regard, ça demande à mieux se comprendre, ça demande à prendre conscience que l'on attire à nous ce qui nous ressemble et que quand on est en manque de soi, quand on est vide de soi, on ne peut attirer que des relations vides, que ce soit des relations amoureuses ou des relations professionnelles. Et donc il y a une espèce d'avidité que moi j'ai connue pendant des années où je cherchais à être heureux en amour, à être heureux professionnellement. Mais comme j'étais tellement vide de moi, je n'attirais que des relations qui étaient des relations vides ou stériles, qui n'aboutissaient pas à quelque chose qui profondément nourrissait mon âme. Et la méditation m'a amené à changer de regard. Alors on dit méditer, c'est permettre de voir les pensées, ça c'est une porte d'entrée, mais ça va beaucoup au-delà de ça. C'est vraiment prendre conscience de la véritable nature de notre âme, c'est ça la méditation. Et là, à ce moment-là, quelque chose a vraiment changé dans ma vie et j'ai mis de la discipline, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il peut y avoir beaucoup de douceur, beaucoup de joie dans la discipline, mais quand même une discipline pour peut-être sortir du statut de victime, par exemple. Ça, c'est dans les étapes progressives, sortir du statut de victime, prendre conscience que ce qui m'arrivait par la loi de causalité va obligatoirement générer à un moment. Voilà, donc c'est ce type d'étape qui m'a vraiment... puis après, il y a eu Et est-ce qu'on peut dire que les événements de la vie nous amènent à la prochaine étape de conscience à chaque fois? Tous les événements que j'ai vécus, dans un premier temps, ça a sûrement été violent parce que j'ai eu une maladie importante. Quand j'avais 24 ans, j'ai eu un accident de voiture, j'ai vraiment failli, je quittais la route, j'ai vraiment failli perdre la vie. Et ça a été des moments clés pour vraiment me dire mais qu'est-ce que c'est qu'être sur la terre, qu'est-ce que c'est qu'être vivant, quel est le sens de la vie, et nourrir quelque chose en profondeur, parce que j'étais dans cette quête spirituelle, je ne sais pas, mais en tout cas une quête de sens, vraiment une quête de sens. Et donc c'est des événements, et puis après tout par la suite, les séparations, les blessures du corps, de la personnalité, les blessures de l'âme étaient toujours des blessures qui touchaient une dichotomie entre la personnalité et l'âme. Donc c'est les outils comme la méditation, comme le chamanisme, comme le tantra, comme la pleine conscience, comme tous ces outils-là qui m'ont amené à changer quelque chose de l'intérieur. Et quand j'ai changé quelque chose de l'intérieur, ça a été la magie, ça a changé vraiment quelque chose de l'extérieur, dans mes relations, dans mes rencontres, dans mon métier, etc. Et donc, vous parlez de magie justement, parce que vous faites une conférence, Ouais. vous
déjà vous l'avez fait commencer à travers le monde. On l'a déjà, commencé, en fait, ça c'est ce défi-là qu'on a créé avec Lilou, qui est le défi des 100 jours. Et ça a été une belle rencontre. Lilou, elle a créé ce défi en disant, il y a beaucoup de gens qui lisent des livres, qui écoutent des conférences, mais qui profondément ne bougent pas. Et donc, elle a eu cette idée de créer ce défi sur 100 jours et s'engager sur 100 jours. Donc, elle a créé un premier défi, puis un deuxième avec Sonia Choquette, qui est une spécialiste de l'intuition, et m'a proposé de faire ce défi autour de la magie. Intégrer la magie dans le quotidien, mieux prendre conscience de notre véritable nature, communiquer avec ses anges gardiens, etc. Et c'est tout ça qui a permis de... voilà, donc on a créé ce défi, il vient de sortir, il sort au Québec au mois de mars, il est sorti en France il y a 15 jours, on a fait déjà le tour de France, on a fait toutes les villes de France, de Suisse, de Belgique, on a fait une belle tournée, et ça continue. Et cette magie-là, justement, est-ce que vous êtes capable de nous expliquer en quelques mots comment ça se passe concrètement? On le sait parce que quand on est dans la dimension de la magie, il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a de la synchronicité, et il y a de l'évidence et il y a de la fluidité. Et pour moi, c'est là qu'on sait qu'on est vraiment dans la dimension magique. C'est-à-dire qu'on fait les rencontres de façon totalement inattendue, on ne s'attendait pas, et crac, la personne qu'on voulait rencontrer est exactement à ce moment-là. Les aides dont on a besoin arrivent exactement. Les synchronicités. Les synchronicités, c'est en fait quand on est vraiment relié entre la terre et le ciel, parce que c'est notre aspiration à tous, à la terre, parce que si on n'est pas dans la terre, on va avoir du mal à travailler, à payer son loyer, à manger, etc. Et si on n'est pas relié au ciel, on va s'ennuyer sur la terre. Et on a en permanence cette double attraction cosmique et tellurique qui nous amène à être relié à la terre et relié au ciel. Et c'est en permanence entre les deux, quand on arrive à ajuster cette double attraction, cette double polarité, on est dans la magie, on est dans la vie. Et qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui croient en la Terre, mais qu'il n'y a pas en haut, il n'y a rien? S'ils sont heureux avec ça, moi je cherche à changer personne, mais dans les gens qui viennent me voir, peut-être je pourrais dire il y a deux aspirations. Certains qui sont très ancrés dans la terre, c'est qu'ils ont beaucoup de facilité, ils ont un travail, ils gagnent bien leur vie, ils ont une belle maison, une belle voiture, ça vient de ce côté-là, mais peut-être vont s'ennuyer, vont pas croire, vont pas sentir, etc. Et donc il y a sentir un manque, en fait. sentir un manque, un problème, une quête de sens. Et là, souvent, c'est des accidents un peu forts qui vont les bousculer en leur demandant qu'est-ce que tu fais là. Et d'autres qui sont très reliés aux anges, très reliés à l'invisible, très reliés, mais qui ont beaucoup de mal à trouver un métier, à gagner de l'argent. Et donc, c'est ces deux aspirations qui ont besoin de se rencontrer. Parce que j'aime cette phrase qui dit, on n'est pas sur la terre pour vivre des expériences spirituelles, on est sur la terre pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. Et c'est très très différent parce que tout ce qu'on va vivre sur la Terre, ça devient une expérience et ça devient une opportunité pour permettre à notre âme de s'élever. Définitivement, et en fait, c'est la recherche de l'équilibre. De l'équilibre tertiel, de l'équilibre yin-yang, de l'équilibre des polarités. Tout fonctionne sur les polarités, le masculin, le féminin, l'ici, l'ailleurs, le lent, le rapide, on est toujours dans les polarités et le visible, l'invisible. Et on a des fois tendance à se dire moi je ne crois que ce que je vois. Ce à quoi je réponds souvent, et moi je ne vois que ce que je crois. Mais parce que, bien évidemment, comment voir la magie si on ne croit pas en la magie? Là, il y a des ondes qui passent ici, des walkie, il y a des téléphones cellulaires, on ne voit pas les ondes, on peut ne pas y croire. Bon, il n'empêche que ça fonctionne. On ne peut pas croire à l'amour, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne peut pas le toucher, mais on en voit par contre les faits, les résonances. Voilà, pour la magie, c'est pareil, pour le contact avec l'invisible, c'est pareil, on ne peut pas le voir, mais on en voit l'incidence sur notre existence. J'ai presque envie de dire, on gagne à l'essayer dans le fond, parce qu'en l'essayant, en l'expérimentant, la magie va opérer. Ne croyez pas ce que je dis, expérimentez-le, et si ça fonctionne, si ça fait du bien à ce moment-là, regardez. C'est ça, exactement. Et j'ai envie de vous amener aussi aujourd'hui avec l'état du monde. On est dans un monde qui bouge beaucoup, qui correspond à notre monde intérieur, puisque le monde extérieur, il est ce qu'on en a fait. Et c'est pour ça quand Gandhi dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde », on vit dans une période de transition où les extrêmes, ces deux extrêmes tertiels, justement, sont vraiment tirés à leur extrême. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de gens proches de la Terre,
qui veulent pas, voilà, qui restent dans je suis séparé des autres, on veut construire des pays, on veut construire des murs autour des pays, enfin ça devient comme si on pouvait être séparé des autres, ou comme si une vague pourrait dire mais qu'est-ce que c'est que cette tempête, je vais isoler ma vague, parce que non, on est tous dans la même, on est l'océan, et donc il y a ces extrêmes qui peuvent faire mal, et puis il y a en même temps autant de prise de conscience. Et on est pour moi dans une période, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde sur les 10 dernières années, quand on a parlé de 2012, calendrier Maya, etc., c'est la fin du monde, ben non, le monde n'est pas. Il y a la fin d'un monde, ça c'est certain, et on est là dans un pic qui continue avec des prises de conscience. C'est pour ça que dans une transition qui ne laisse pas la place à la neutralité. On ne peut pas aujourd'hui se dire moi je suis que dans le matériel, parce que c'est le suicide assuré, il n'y a tellement pas d'ouverture, tellement plus d'opportunités, on ne peut plus. Ce qui était possible dans les... Mais même dans les... Si on regarde l'histoire du monde, il y a certains pays comme l'Inde ou comme la Chine qui ont voulu avoir accès à un plus grand confort matériel dans lequel ils sont aujourd'hui. Ils se rendent compte que ce confort matériel va aussi polluer beaucoup les rivières et les fleuves, et qu'on va être obligé de prendre conscience qu'on fait partie de la vie. Donc ça passe par l'écologie, par l'environnement, qui ne sont pas des options politiques. On est obligé dans les 10 ans qui viennent, c'est obligé de changer de comportement. C'est pas une crise, c'est une crise, on a une crise de foi, et après on est guéri, on retrouve comme on était. Et là on ne reviendra jamais comme on était. C'est les poètes qui fassent ici. Une crise de voilà, foi. une crise de foi, mais quand il y a des... par contre, une mutation, il y a vraiment une transformation, quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ce qui fait que l'économie, que la politique, que l'argent, que la santé, que tous ces systèmes-là sont en pleine interrogation. L'éducation, on se rend compte que, bon, voilà, tout ça arrive à terme. Pourquoi il y a autant... je vois en France, il y a tant de pourcentage d'enfants qui quittent l'école sans savoir lire ni écrire et qui sont inadaptés au système scolaire. Le système devient inadapté à cette nouvelle génération, mais c'est la même chose. Pourquoi autant d'exclus, On a besoin de réinventer sur la terre et dans le ciel. On a besoin de réinventer sur la terre l'économie, l'écologie, repenser complètement notre façon de vivre. Vraiment, on a besoin de repenser l'éducation, la culture, tout ça se réinvente, et on a besoin de réinventer notre rapport à la spiritualité, au mysticisme qu'on mettait avant on séparait comme ça les mondes, il y avait la science, il y avait la religion, la spiritualité, puis ce qu'on appelait les phénomènes paranormaux. Pour moi, il n'y a pas tout ça, il y a la dimension humaine dans toute sa complexité. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, je m'intéresse à l'être humain dans toutes ses dimensions, et on peut s'y intéresser en étant pragmatique et relire en même temps. C'est pas contradictoire. Non, effectivement. Et je vois que vous avez apporté aussi 2 autres... Alors il y a 2 autres livres, ça c'est l'actualité, puisque c'est le... On est au salon de l'éveil actuellement, c'est ça. Hein, donc à Laval. À Laval. C'est pour ça qu'il y a du passé. C'est ça. C'est ça, oui, c'est ça. L'autre livre qui fonctionne très bien aussi, qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous. Là aussi, puisque j'ai passé une quinzaine d'années avec les Tibétains, les lamas, les chamans, et donc réveiller cette conscience pour développer son intuition, son habitude à se guérir, à communiquer, etc. Ça, c'est un livre qui est sorti maintenant, qui marche très très bien, qui est un best-seller en France, qui marche très bien. Et puis le petit dernier qui s'appelle L'oracle du peuple animal. Et là, c'est un oracle, donc un jeu de cartes avec 50 animaux qui viennent nous aider, nous accompagner, nous inspirer, parce que les animaux sont plein d'inspiration. Donc ils viennent nous aider à ça. La nature, je vais rebondir là-dessus, Arnaud, parce que je réalise en vieillissant. De plus en plus, je ne suis pas quelqu'un j'ai pas d'animaux de compagnie. J'en ai eu quand j'étais très jeune. Aujourd'hui, j'en ai pas. Et en vieillissant, il y a un appel, non seulement, et j'en ai la chance de parler, un appel à la nature, mais un appel à j'ai le goût d'avoir un animal de compagnie, genre ce que je ne pensais jamais avoir envie. Et mes enfants, eux, ils m'en demandent depuis presque leur naissance. Et je sens, est-ce que c'est normal qu'en vieillissant, cet appel... C'est plutôt bon signe, parce que tout pour les chamans, le monde extérieur, c'est une représentation du monde intérieur. Donc quand on a besoin d'un animal, ça peut être intéressant de voir aussi quelle partie de soi on a besoin de révéler. Le chat, par exemple, ça serait un chat. Voilà. Le chat, c'est par excellence l'animal qui existe sans ne rien faire.
Il n'a pas besoin de s'activer, il n'a pas besoin d'avoir de métier. Il est. Il y a un proverbe, on dit il n'y a que le chat qui peut regarder le monde le roi dans les yeux. J'ai mon fils qui me dit non, pas un chat. Il faut faire un chien, un petit chien. Oui. Mais tous les animaux viennent en fait réveiller une qualité de nous, et puis surtout la particularité des animaux, c'est qu'ils sont authentiques, ils ne sont pas dans la stratégie. Et là aussi, ce sont des guides, il y a beaucoup d'animaux qui viennent nous guider, nous inspirer, qui viennent, si je regarde dans les animaux même les plus proches, le chien n'abandonne jamais l'homme, le chien est toujours prêt à recommencer, il ne connaît pas la culpabilité, il ne connaît pas en vouloir à quelqu'un. Un chien ne veut jamais à son maître de rien. C'est des enseignants par rapport à ça. Et quand on a cette relation-là, il y a des relations magnifiques avec un chien ou un chat qui sont vraiment une compagnie. Et les enfants, quand je dis enfants, j'ai une petite chienne qui m'aidait vraiment beaucoup, avec qui m'a accompagné, qui m'a sauvé d'une dépression, d'une tristesse, parce qu'il y avait vraiment une présence d'un animal qui dit je te comprends et je suis là pour toi quoi qu'il arrive. Wow. Et l'appel à la nature. Et l'appel à la nature aussi, bien sûr. C'est un monde de contemplation, j'ai presque envie de dire. Aujourd'hui, j'irai devant un lac et je le regarde. Ben oui, en plus vous en avez des lacs ici au Québec, il y a de tellement beaux endroits. Merci. J'ai juste envie de dire merci pour ce beau cadeau. Avec plaisir. Et je vous souhaite un excellent salon aujourd'hui. Et puis j'espère que vous revoir définitivement. Vraiment honorée. Merci. Enchanté. Bye.